Il est journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. Son nom, c'est Christian Page. C'est l'enquêteur du paranormal. Il est avec nous chaque semaine. Salut, Christian. Salut à vous deux. Comment vas-tu? Ça va très bien. Hey, écoute, je t'écoutais parler avant des films porno. Tu sais qu'on m'a déjà recruté pour jouer dans un film porno. J'en doute pas. On m'a demandé de jouer dans Histoire d'eau. Fait que j'étais guidé avec mes bottes puis mon imperméable, ils m'ont viré de bord. Non, mais écoute, je me rappelle, j'ai un collègue à moi qui tournait, qui est caméraman, mais qui avait tourné également des films porno. Ouais. Il me racontait, il dit, quand ils font du sexe dans un film, là, il dit, tout est compté à la carte, tu sais. Fellation, 200$. Une sodomie, 800$. Ouais. Tout est, tu sais, il y a une carte. Il y a une carte de l'acte. Je serais curieux de voir la facture de la travailleuse autonome. Je sais pas si ça déclare tous ses revenus, hein. Je sais pas. Et puis, je sais pas si le pourboire était inclus dans la facture. Bon, OK. À part ça... Il y a un jeu de mots ici, le pourboire. Oui, c'est ça. Bon. J'essayais de passer comme si de rien n'était. Tu nous parles de l'Agence spatiale chinoise cette semaine. Ben oui, écoute. Alors, c'est un curieux paradoxe, hein. Tu sais que je te parle en fait de l'Agence spatiale chinoise, mais je te parle aussi des extraterrestres et de la recherche d'intelligence extraterrestre. Ça, c'est un programme qui s'appelle aujourd'hui le projet SETI aux États-Unis, qui a commencé dans les années 60 sous le nom de projet OSMA. Oui. Et puis ça s'est transformé avec le temps. Je pense que les auditeurs connaissent bien le programme SETI, notamment par le film Contact avec Jodie Foster. Donc c'est l'idée, et on le fait maintenant depuis une cinquantaine d'années, on tourne vers l'espace, des radiotélescopes, et on écoute l'espace dans l'espoir d'y capter un signal radio qui serait de nature artificielle et qui nous permettrait de conclure qu'il s'agit d'une émission radio provenant d'une civilisation extraterrestre. Donc ce programme, comme je l'ai mentionné, existe maintenant depuis une cinquantaine d'années avec des hauts et des bas et il est en partie financé par des deniers publics ou bien par l'Agence spatiale américaine, la NASA. Et jusqu'à maintenant, faut pas se le cacher, là, on a 50 ans d'écoute et on n'a rien capté. Ouais, ça, Christian, rappelle-moi, quand dans les débuts d'Internet, là, qu'on pouvait, je sais pas, moi je pense que c'était AOL, moi, là. Donc, avec un CD-ROM, je pouvais me brancher avec mon téléphone et tout ça. J'avais participé à ce type de programme-là. Moi, je pense SETI pour écouter l'espace. C'est ça, c'était le SETI at Home. C'est comme ça qu'on appelait ça. Parce qu'il faut comprendre que les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Hein. Il y a une évolution exponentielle des ordinateurs. Ouais. Et à un moment donné, la NASA se disait, bon, on tourne les radiotélescopes vers les étoiles et on écoute 1, 2, 3 étoiles, puis là, on doit décoder tout le signal parce que c'était la capacité des ordinateurs de l'époque. Et là, on s'est dit, il y a plein de gens qui, la nuit, par exemple, vont laisser leur ordinateur en fonction, des compagnies ou des gens, et ces ordinateurs-là, donc, sont un peu en mode veille, ils ne sont pas utilisés. Or, on pourrait donc décupler, multiplier la capacité des ordinateurs à analyser des signaux si on pouvait utiliser tous ces ordinateurs à la maison. Donc, ça a été le programme SETI at Home, où lorsque ton appareil, ton ordinateur chez toi entrait en veille, ben la NASA pouvait utiliser ses capacités pour décoder des messages et des signaux qui venaient de l'espace dans l'espoir d'y trouver une signature qui aurait permis de croire un signal radio extraterrestre. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, donc en 2017, on a fêté le 40e anniversaire d'un signal qui a donné beaucoup d'espoir à un moment donné. On est le 15 août 1977 et un radiotélescope sur la côte est américaine a capté donc durant la nuit un signal qui a duré à peu près 1 minute et qui semblait d'origine artificielle. Au matin, lorsque l'astrophysicien est entré dans le laboratoire et qui a regardé, tu te rappelles à l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans les années 70, on avait des imprimantes à matrice. Là. Oui. C'était vraiment une impression avec une sorte de balle de golf au milieu avec des caractères d'imprimerie qui imprimaient. Et lorsqu'il est entré le matin, il a vu sur la feuille de papier, qui était l'impression des signaux reçus durant la nuit, il y avait ce fameux signal. Il l'a entouré avec un feutre rouge et il a écrit dans la marge
WOW avec un point d'exclamation. Wow! Et c'est devenu le signal wow. On était le 15 août 1977. Donc aujourd'hui, le 15 août dernier, on a fêté le 40e anniversaire, on soulignait le 40e anniversaire de ce fameux signal qui, à l'époque, avait donné beaucoup d'espoir aux astrophysiciens. Mais malheureusement, au cours des dernières années, la qualité de ce signal-là a été sérieusement remise en question. Et aujourd'hui, plusieurs astrophysiciens croient qu'il s'agissait simplement d'une sorte d'anomalie, en fait, comme deux comètes qui s'étaient croisées, qui avaient transmis ce signal-là. Donc, une anomalie tout à fait naturelle, rien à voir avec les extraterrestres. Alors là, ça m'amène à ma nouvelle dont je voulais te parler. Il y a 2 ans, l'Agence spatiale chinoise a annoncé qu'elle voulait se joindre un peu à ce grand programme de recherche de signaux radio extraterrestres. Et pour ce faire, elle a dit qu'elle allait construire le plus grand radiotélescope au monde. Le radiotélescope le plus grand qu'on avait était celui de l'île de Porto Rico, celui d'Arecibo, qui était notamment géré par les Américains. Et d'ailleurs, on le voit à 1 ou 2 reprises dans la fameuse série des X-Files. Il y a une sorte d'action qui se passe dans ce coin-là. Ouais. Et donc, ce radiotélescope était le plus grand au monde. Et là, les Chinois nous ont battu, en fait, les Américains en construisant dans la province de Guizhou, en Chine, le plus grand radiotélescope au monde. Il est plus grand que celui d'Arecibo. Et il est entré en fonction en septembre dernier. Il ne sert pas qu'à étudier ou à écouter l'espace dans l'espoir d'y trouver des signaux radio extraterrestres. Il sert également à d'autres travails d'astronomie, d'astrophysique. Mais l'un de ses principaux objectifs, c'est la détection de signaux radio extraterrestres. Le problème, et il est de taille, tu comprendras, ce radiotélescope, on l'a tellement publicisé, on en a tellement parlé, qu'il est devenu une véritable attraction touristique. Et tu comprends que les autorités de l'Agence spatiale chinoise l'ont construit dans les montagnes d'une région relativement isolée, loin des villes, loin de la pollution du son, loin des pollutions électromagnétiques et lumineuses. Et là, voilà que chaque jour, des dizaines, voire des centaines de touristes s'en vont dans le secteur pour voir le fameux radiotélescope. Et tous ces gens-là, tu l'auras compris, sont tous armés d'un téléphone portable. Ils prennent des photographies du télescope. Évidemment, ils se font prendre en photo devant le radiotélescope. Mais le problème, c'est que toutes les ondes radio utilisées par ces téléphones perturbent les capacités, réduisent les capacités du radiotélescope, qui maintenant est presque devenu borgne. C'est-à-dire qu'il a de la difficulté à capter les signaux qui proviennent de l'espace parce qu'il est perturbé par la présence de tous ces touristes et de leur téléphone portable. Alors là, et ce n'est pas pour arranger les choses, l'affaire est devenue tellement populaire qu'au moment où on se parle, on a déjà entrepris dans le secteur du radiotélescope de construire des sortes de centres pour accueillir les touristes et même on songe à y construire un hôtel. Alors, tout ça rend excessivement difficile l'écoute de l'espace et ce grand projet de radiotélescope chinois se trouve donc un petit peu hypothéqué par la présence de ces touristes. Ça devient pratiquement un freak show, là. Voilà, c'est à peu près ça. Puis là, bien évidemment, d'un côté, on a les astrophysiciens qui s'arrachent les cheveux parce que ils se disent, mon Dieu, on peut pas utiliser l'appareil à sa pleine capacité à cause de ces perturbations électromagnétiques, à cause des ondes téléphoniques. Et puis, bien sûr, t'as tous les gens ou les commerçants des alentours qui, eux, évidemment, se frottent les mains en se disant, wow, quelle manne qui vient soudainement de nous tomber avec la présence de ce radiotélescope. Mais Christian, je me pose une question, puis je sais pas si t'es un très, très grand mathématicien, là, j'imagine que oui, puis t'as tellement tous les talents. Supposons qu'on reçoit un signal quelconque. Mettons un deuxième signal wow qui nous laisse un peu perplexe, puis on se dit, oh, crème, là, c'est pas une anomalie, là, c'est vraiment quelque chose qu'on vient de recevoir. Comment on fait pour calculer si c'est pas un signal qui est parti de là 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans? Ben là, en fait, et elle est là toute la nuance. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'attend à la signature de ce que pourrait être un signal radio extraterrestre. C'est-à-dire que il doit avoir une séquence soit répétitive, mais qui correspond qui élimine les possibilités du hasard. Donc, par exemple, on aurait un signal où on verrait un 1, ensuite un 2, un 4, un 8, un 16, un 32, tu comprends? Donc, on aurait une multiplication par 2, par exemple, par des bips. On aurait 1 bip, 2 bips, 4 bips. Donc là, on se dirait, wow, c'est curieux, ça peut pas être quelque chose du hasard qui fait ça. Il y a visiblement une volonté intelligente derrière ça. Donc, c'est un peu ce que l'on cherche.
Ensuite de ça, bien sûr, le radiotélescope doit être en mesure de nous fournir l'information d'où vient le signal. Comme dans le cas, par exemple, du signal WAR, on sait qu'à ce moment-là, le radiotélescope était tourné, si ma mémoire est bonne, vers une sorte d'amas globulaire qui s'appelle M31, qui était situé à des centaines d'années-lumière de la Terre. Donc, si tu es situé à des centaines d'années-lumière de la Terre, ça veut dire que le signal radio, c'est une onde électromagnétique, elle voyage à la même vitesse que la lumière. Oui. Donc, supposons qu'on se dit, voilà, on a capté un signal radio. Ce signal radio semble provenir des alentours d'une étoile située à 400 années-lumière de la Terre. Ça veut donc dire que le signal radio a mis 400 ans à nous parvenir. Exact. Donc, ce que l'on capte aujourd'hui est parti de cette étoile il y a 400 ans. On espère que c'est pas un vaisseau spatial qui est dans le trouble. Voilà, ici la civilisation qui a envoyé ce signal n'existe peut-être plus non plus. Tu comprends? Elle s'est peut-être autodétruite parce que c'est toujours un peu la crainte. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une civilisation découvre la technologie, ben quel sera l'objectif qu'elle va faire de cette technologie? Est-ce qu'elle va l'utiliser pour s'agrandir ou est-ce qu'éventuellement cette technologie va-t-elle la retourner comme on le fait un peu ici, en faisant des missiles, des guerres, etc. Et la civilisation, il y a toujours ce risque d'une autodestruction de la civilisation. Donc, ce signal envoyé il y a 400 ans, pour reprendre notre exemple hypothétique, ben peut-être que la civilisation qui l'a envoyé n'existe plus. C'est un petit peu un problème. Et pour le moment, ben évidemment, on cherche une sorte d'encodage mathématique. Là, faut pas s'attendre à une sorte de communication, genre oui, bonjour, nous sommes les petits martiens, puis on est de telle ou telle planète. Là, faut pas s'attendre à ça. Mais à partir du moment où tu as un signal radio, ça répondrait déjà à une grande question qu'on se pose depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc là, on aurait déjà une première réponse. Non, visiblement. Il y a quelque part autour d'une étoile située à 400 années-lumière de la Terre, il y avait apparemment une civilisation intelligente capable de communiquer par des moyens technologiques. Ça, Christian, lors d'une première date, quand tu t'en vas avec ton ami, puis tu t'en vas regarder les étoiles, puis tu lui racontes que les étoiles qu'ils sont en train de regarder sont peut-être plus là. Parce que, bon, ça prend des fois, avant que l'image nous apparaisse, ça peut peut-être prendre, je sais pas, moi, 300 ans. T'as de l'air vraiment brillant. Oui, parce que dans l'exemple que je t'ai donné, on parlait du signal radio, mais c'est vrai pour le signal radio, mais c'est vrai également pour la lumière de l'étoile. Ouais. C'est-à-dire que la lumière de l'étoile que tu regardes, qui est à 400 années-lumière de la Terre, la lumière que tu regardes est partie il y a 400 ans. Oui. Donc, elle va s'éteindre sous tes yeux. Supposons qu'au moment où tu regardes, au même moment, cette étoile explose pour devenir une supernova, ben il faudra que tu regardes pendant 400 ans avant que toi, tu vois l'explosion de la supernova. C'est-tu la même chose pour les étoiles filantes? Non. Non, les étoiles filantes, ce sont quand elles brûlent dans l'atmosphère, ce sont des roches qui rentrent dans l'atmosphère terrestre. Lorsqu'elles traversent le ciel et qu'elles brûlent complètement dans l'atmosphère, c'est un météore. Et quand cette pierre touche le sol, c'est une météorite. Hein? Souvent, les gens se demandent quelle est la différence entre une météorite et un météore. Le météore brûle complètement dans l'atmosphère. Donc, c'est un caillou. En fait, on reçoit des dizaines de tonnes de cailloux chaque année. Et évidemment, ces roches, heureusement pour nous, brûlent pour la plupart. En fait, 99% d'entre elles se consument complètement en traversant l'atmosphère. Donc, lorsqu'elles brûlent dans l'atmosphère, ça devient des étoiles filantes. C'est cette signature, cette ligne que l'on voit dans le ciel. Donc, au moment où la roche se consume, si elle ne touche pas le sol, c'est un météore. Puis, si elle tombe dans ta cour, ramasse-la parce que ça vaut de l'argent. C'est une météorite. All right. Hey, Christian, c'est le temps des moissons et comme à chaque année, on entend encore parler des cercles céréaliers. Honnêtement, je pensais que c'était réglé, ces histoires-là. Et chaque année, écoute, Yannick, je suis un peu surpris, moi aussi, de la controverse qui réapparaît chaque année. Et là, tu l'as mentionné, en Angleterre, c'est le temps des moissons. Et à partir du moment, là, je dirais que depuis la mi-août, on a vu se multiplier. Déjà, on en avait rapporté quelques-uns durant l'été, mais depuis le milieu du mois d'août, on voit une multiplication de ces cercles céréaliers qu'on appelle aussi des agroglyphes. Donc, j'imagine là encore que nos auditeurs savent de quoi il est question. Ce sont ces mystérieuses entre guillemets, figures géométriques qui apparemment apparaissent la nuit dans les champs
Et on est tous d'accord que ce sont souvent des figures très esthétiques. C'est très beau. On regarde ça, puis on se dit, wow, c'est vrai. Les gens qui ont fait ça ne manquaient pas de sens artistique. Certaines de ces figures sont gigantesques. Elles représentent toutes sortes de formes géométriques, des étoiles, des symboles. Et évidemment, à chaque fois que des figures comme ça sont rapportées, c'est toujours la question, qui a fait ces figures-là? Est-ce que ce sont des extraterrestres, une intelligence supérieure, des petits plaisantins? Et là, c'est tout le débat. Jusqu'à maintenant, Yannick, on ne peut pas trancher. Hein? Je te donne mon opinion là-dessus. Moi, j'y suis allé à quelques reprises en Angleterre. J'en ai vu de ces cercles-là. Et je me rappelle la première fois que je suis allé là-bas en Angleterre pour voir les cercles, c'était à l'été de 1992. Et je me rappelle, j'avais nolisé un petit avion et je survolais, enfin, c'est surtout dans le sud de l'Angleterre, parce que c'est là que se trouvent surtout les champs de culture. C'est donc dans le sud de l'Angleterre qu'on en observe le plus de ces fameuses figures. Et je me rappelle que vu des airs, j'en ai vu 5 ou 6 dans les champs, et je me disais, en voyant ça, je me disais, c'est vraiment incroyable, c'est fantastique. Moi, je serais pas capable de faire ça. Et une fois au sol, quand je suis arrivé dans le fameux champ en question où il y avait la figure, je me suis vite aperçu que ces figures-là sont beaucoup moins précises sur le terrain que lorsqu'on est dans le ciel. En fait, c'est l'éloignement qui nous fait oublier un peu les anomalies ou les erreurs. Finalement, les cercles sont pas toujours aussi droits qu'on voudrait, sont pas toujours aussi bien enlignés qu'on souhaiterait. Et là, tu te dis, si c'est tout à fait louable si ce sont des gens avec des planches et des cordes qui font ça, mais ce serait impardonnable si c'était des extraterrestres. Et c'est justement là tout le débat. C'est-à-dire qu'on sait que c'est facile de faire ces cercles-là. Moi-même, j'ai rencontré des gens qui en faisaient la nuit. Ils se nomment eux-mêmes les circle makers, les fabricants de cercles. Ces gens-là, crois-moi, Yannick, avec des instruments excessivement rudimentaires, une planche, des cordes, un petit escabeau, et l'affaire est réglée. Quelques heures, je les ai suivis une nuit. En quelques heures, ils réussissent à faire une figure gigantesque et souvent qui semble très, très complexe. Mais somme toute, c'est relativement facile. Ça demande simplement de l'imagination et avoir beaucoup de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui les motive, ces gens-là? C'est comme ceux qui font des graffitis, exemple? Ouais, c'est exactement. Ce sont des graffiteurs. D'ailleurs, eux-mêmes appellent ça du land art, de l'art de terrain. Donc, t'as comme les gens qui s'amusent à faire des dessins gigantesques sur des murs, eux s'amusent à faire des dessins dans les champs. Et t'as plusieurs groupes, et certains, d'ailleurs, appartiennent à des universités différentes, et c'est un peu une sorte de challenge chaque été, lequel fera le plus gros cercle, lequel sera le plus médiatisé. Et à ce moment-là, bien sûr, ça alimente la presse. Et moi, certains de ces circle makers me disaient, il y a toutes sortes de croyances qui sont inexactes. Certains disent, ces cercles sont apparus dans une nuit, c'est gigantesque. Moi, les circle makers m'ont dit pas du tout. Et parfois, on est retourné 4 ou 5 soirs de fil. Parce que le cercle avait pas... Parce que, bon, évidemment, tu comprendras que les agriculteurs vont pas dans le champ tous les matins. Alors, comme le champ est laissé à lui-même, les gens sont allés là une première nuit. Le lendemain, personne n'en a parlé. Ils sont retournés le lendemain soir, ont rajouté une coupe de cercles. Puis le 3e soir, puis le 4e. Tant et si bien que le 4e soir, écoute, le champ était presque couché au complet. Il y avait à peu près 200 cercles de fait, tous s'emboîtant les uns dans les autres. Et ce sont eux-mêmes qui ont appelé les médias pour dire « Ouais, je roulais sur l'autoroute et j'ai vu cette figure-là étrange » pour inciter les médias à couvrir l'événement. Et ça nous laisse toujours supposer que le cercle est apparu en une seule nuit, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là où je veux en venir, c'est que quand j'étais sur le terrain, ce que j'ai vite constaté, c'est que c'était relativement simple de faire ça. J'ai vu des gens à l'œuvre le faire devant moi. On sait donc, par conséquent, qu'il y a des cercles qui sont faux. Je ne sais pas s'il y en a des vrais, mais on sait qu'il y en a des faux. Or, quand je regardais ça, là, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient convaincus qu'il y avait des vrais cercles. Là, je lui demandais, OK, lequel est le vrai cercle, lequel est le pas vrai cercle? Et là, finalement, il m'indiquait, tel cercle dans tel champ, ça, c'est un vrai. Et quand je suis allé là, j'ai vu que le supposé vrai cercle était identique au faux cercle. Donc, tant si bien que tu dis, OK, eux autres, ils vont là, ils se mettent en feuilles de lotus, ils font des aoums, puis là, ils appellent les extraterrestres. Mais somme toute, on ne sait pas s'il y a des vrais cercles, mais une chose est sûre, il y en a des faux. Puis s'il y en a des vrais, visiblement, les extraterrestres utilisent exactement la même technique que ceux qui utilisent une planche, un escabeau, puis des outils rudimentaires. Ouais. Fait que là, on peut se poser cette question-là. Donc, qui ou quoi fait ça? Mais comme on sait que beaucoup de jeunes ou d'individus qui s'amusent à faire ce genre de trucs-là, ils sont très nombreux dans le sud de l'Angleterre, je pense que les cercles de 2017 sont probablement à mettre au compte
des héritiers de ceux qui ont commencé l'affaire il y a maintenant une trentaine d'années. Fait que je pense qu'il n'y a rien de très mystérieux, mais cette année, ce qu'il y a de différent, c'est que cette fois, les autorités, parce que il y a un cercle qui est apparu au milieu du mois d'août, où l'agriculteur a fait ouvertement une plainte, parce que lui, il a rapporté notamment que la figure, parce qu'on comprend qu'il y a un vandalisme, là, tu rentres dans un champ de blé, puis tu détruis la moitié de la récolte, évidemment, il y a une conséquence financière à ça. Et cette année, donc, il y a un agriculteur qui a fait une plainte et qui estimait ses dommages à peu près à 1000 livres sterling, ce qui est à peu près 2000 $ canadiens. Et là, tant et si bien que les autorités, les policiers, les services de police dans le sud de l'Angleterre se sont tous passés le mot. Et là, on a vu apparaître toutes sortes d'offres de récompenses pour les gens qui avoueraient, à tout le moins qui dénonceraient les gens qui ont fait ces cercles-là. Donc, maintenant, c'est une des premières fois où les autorités, visiblement, mettent l'épaule à la roue dans l'espoir d'arrêter les fabricants de cercles parce que, évidemment, ça entraîne des conséquences pour les agriculteurs. Prochain sujet, tu nous parles pas de n'importe quel hurluberlu là qui a rapporté certaines observations. Tu nous parles de l'ambassadeur du Canada en Irlande qui a confié sur sa page Facebook sa résidence officielle, elle faisait peur. Oui, c'est assez surprenant parce que, évidemment, lorsqu'on parle d'histoire de fantômes, tu as toujours l'impression, comme tu l'as mentionné, que c'est une espèce d'illuminé que nous rapporte le truc. Mais là, voilà que sur sa page Facebook, Kevin Vickers, puis je sais pas si tu te rappelles de ce bonhomme-là. Kevin Vickers, c'est un ancien agent de la GRC. Il a longtemps été le chef de la sécurité au Parlement d'Ottawa. Oui. Et je sais pas si tu te souviens, le 22 octobre 2014, il y avait eu une fusillade au Parlement d'Ottawa. Ça avait commencé au monument des anciens combattants. Il y avait eu un soldat qui avait été abattu. Ensuite, le type s'est rendu au Parlement où il est entré avec une arme à feu pour visiblement faire un carnage. Et c'est le chef de la sécurité qui était justement ce Kevin Vickers qui a abattu cet individu. Michael Zéaf Bibo. Voilà, exactement. Et ce Vickers, évidemment, a été honoré pour son courage, tout ça. Et il a depuis été nommé ambassadeur du Canada en Irlande. Et là, voilà que sur son site Facebook, ce monsieur Vickers, son site d'ailleurs qui compte à peu près 5000 abonnés, monsieur Vickers raconte que la maison officielle de l'ambassadeur du Canada en Irlande, qui est à Dublin, il dit « Je ne croyais pas aux fantômes avant d'emménager ici. » Et là, il y va de façon catégorique. J'ai entendu des bruits étranges. Il raconte une fois, lorsqu'il était couché, il a entendu une sorte de respiration, comme quelqu'un qui souffrirait d'asthme, qui aurait de la difficulté à respirer. À un autre moment donné, il dit qu'il était au living room et qu'il a entendu comme des bruits de chaînes que l'on jetait sur le sol dans la cuisine. Et il va même jusqu'à dire que certaines des domestiques refusent de monter dans les étages de la résidence de peur de se retrouver nez à nez avec le fameux fantôme de cette résidence qui s'appelle la Glanmire House. Alors là, évidemment, cette histoire-là fait un peu le tour parce que, on a un personnage important de la diplomatie canadienne qui raconte, qui vit dans un lieu qui est hanté. Et l'affaire a fait beaucoup réagir, et notamment Pat Binns, qui est l'ancien premier ministre de l'île du Prince-Édouard. Et pourquoi? Parce que ce Pat Binns, après avoir été battu aux élections de 2007, il a été le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, après avoir été battu en 2007, il a été nommé lui aussi ambassadeur du Canada en Irlande, et il a habité cette fameuse maison de Glanmire House. Et en apprenant ça, parce que ça circule beaucoup dans les médias sociaux, évidemment, M. Binns n'a pas pu s'empêcher de dire, écoutez, j'y ai habité pendant 3 ans, moi, dans cette maison-là, puis à moins que le fantôme soit un nouveau venu dans le secteur, on n'a jamais, ni moi, ni mon épouse, ni mes enfants, on n'a jamais entendu le moindre bruit, la moindre chose particulière, absolument rien qui pourrait justifier les expériences mystérieuses de M. Vickers. Et c'est à peu près le même son de cloche qu'on retrouve du côté de l'agent immobilier qui a vendu la résidence au gouvernement canadien en 2005 et qui lui dit, écoutez, quand j'ai vendu cette maison au gouvernement canadien, les gens, les anciens propriétaires, étaient une famille qui habitait cette maison depuis des décennies et jamais aucun d'entre eux n'a jamais rapporté la moindre manifestation d'ordre surnaturel. Alors évidemment, on commence à se poser des questions sur les expériences de M. Vickers. Est-ce vraiment la maison qui est hantée
ou est-ce que M. Vickers a beaucoup trop d'imagination? Prochain sujet, tu nous parles de pluie particulière sur Saturne et Uranus. Oui, ça va sûrement intéresser les dames. Ouais. C'est un article qui est paru dans le Nature Astrophysics, c'est paru il y a quelques jours, et ce sont des astrophysiciens qui se sont penchés sur les atmosphères de Saturne et Uranus. Il faut comprendre que ces planètes-là, on dit que ce sont des planètes gazeuses. Donc, ce ne sont pas des planètes de roche, comme on peut imaginer la Terre, par exemple, est une planète de roche qu'on dit planète tellurique. Les planètes comme Saturne ou Uranus, ce sont des boules de gaz, mais en leur centre, ce gaz est tellement compressé qu'il y a une espèce de surface solide. Ça devient quasiment de la roche, mais en fait, c'est une boule de gaz. Et à la surface de ces boules gazeuses compressées, on y retrouve des hydrocarbures. Or, ces hydrocarbures, à cause de la pression, vont se briser. Et lorsqu'elles se brisent, elles sont composées surtout d'hydrogène et de carbone. Et elles sont éjectées dans l'atmosphère de la planète. Et si je te pose la question, est-ce que tu sais ce que c'est que du carbone pur? Si je me fie à mes cours de chimie, là, ça doit ressembler à du diamant. C'est en plein ça. Ouais. Donc, avec des essais en laboratoire, les scientifiques ont recréé un peu les atmosphères d'Uranus et de Saturne. Ils ont envoyé une espèce de rayon laser sur une feuille de polystyrène et en représentant en fait l'immense gravité qui règne sur ces planètes. Et rapidement, la température est montée à 6000 degrés Kelvin. Les particules se sont séparées et on s'est retrouvé en présence de petits diamants, évidemment microscopiques, oui, dans l'expérience en laboratoire. Mais on peut imaginer qu'à grande échelle, c'est ce qui doit se passer sur Saturne et Uranus. Et donc, à cause de la pression qui règne, les molécules sont brisées, le carbone est éjecté dans l'atmosphère et ça devient des pluies de diamants. Quand il pleut sur Saturne et Uranus, il pleut des diamants. C'est quand même plus intéressant que la pluie de Vénus, parce que sur Vénus, quand il pleut de l'acide sulfurique. Donc on n'est pas du tout dans la même branche. Mauvais. C'est dur pour les parapluies, ça, l'acide sulfurique. Donc si j'avais à choisir, je choisirais probablement Uranus ou Saturne, avec justement ces pluies de diamants. Bonne fin de soirée, Christian. Ça me fait plaisir. Bye. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Je vous invite à aller faire un tour sur sa page à lui, christianpage.ca, ou encore sur sa page animateur, Christian Page sur Facebook. Puis je vous invite à vous procurer son dernier livre qui est venu nous présenter vendredi. Je l'ai commencé. L'enquêteur des théories du complot. Je l'ai commencé, je suis rendue au premier chapitre, l'histoire de John F. Kennedy, et c'est vraiment bon. T'as aimé? J'ai adoré, je continue la lecture. Tu le conseillerais à tous tes amis? Oui, puis quand je vais avoir fini de le lire, je vais le prêter. C'est vrai? Ben, pourquoi pas? À place qu'il reste dans mon dans ma garde-robe. Tu vas-tu me le prêter à moi? Peut-être, à mes amis, après mes amis.